l'évolution de la vie, ça touche à la fois la biologie, bien entendu, la géologie pour la recherche des fossiles, la chimie organique pour le début de la vie. Donc ça touche des multiples sujets. Et je me suis rendu compte que chacun de ces chercheurs des thématiques très différentes creusait des informations dans leur domaine en oubliant les informations des collègues dont ils ne comprenaient pas grand-chose. Donc j'ai avalé des centaines et des centaines de livres. Dans mon livre sur les que j'ai publié aux États-Unis d'abord, il y a plus de 800 références. Et donc j'ai avalé tout ceci et j'ai construit ce livre et l'histoire que je vais vous raconter. Voilà. Alors, j'ai mon ordinateur, je peux prendre... si ça va comme ça, oui voilà. Ça c'est donc les livres que j'ai publiés. Je retourne comme ça, c'est mieux. En italien, en turc, en français. Et la définition de la vie tout d'abord. Donc, la définition de la vie, il y en a plusieurs, mais celle-ci c'est celle que je préfère. Un organisme vivant, c'est un système chimique capable de régénérer ses propres constituants en échangeant matière et énergie avec son environnement. Mais ce système est capable de se reproduire de manière toujours un petit peu imparfaite, ce qui permet l'évolution. Ça, c'est un peu la définition de la vie. Alors, j'ai décrit dans mon livre, dans l'histoire de l'évolution de la vie, 3 genèses. Et le titre du livre en anglais, c'est les 3 genèses du vivant aussi. 3 genèses, genèse signifie naissance. Et on peut distinguer dans l'évolution de la vie, que je vais vous raconter, 3 naissances successives qui ont permis à la biodiversité comme on connaît aujourd'hui. Donc on va voir ces 3 naissances, quelles sont ces 3 naissances que j'ai identifiées. La première genèse de la vie, c'est comment la vie est apparue, c'est le début, c'est l'initiale de la vie. Hein. Et 3 questions se posent. Comment elle est arrivée? À partir de quoi? Comment? Quand? À quelle époque? Et où? Où? Sur Terre ou ailleurs? Voilà, les 3 questions fondamentales que tout le monde se pose quand on étudie l'origine de la vie. Et où? C'est les plus grands programmes les plus coûteux actuellement des États-Unis et d'autres pays. Et savoir si la vie existe dans une autre planète, on envoie des appareils, on creuse, on cherche pour voir s'il y a de la vie. On essaye de chercher ce sont vraiment des programmes très très importants. La première question, comment? Alors, il y a plusieurs démarches pour essayer de savoir comment la vie a commencé. Et la première démarche, pourquoi pas, c'est de chercher partout en biologie quels sont les plus petits organismes qu'on peut identifier. Avec bien entendu des microscopes, parce que c'est pas évident. Hein. Donc, il y a 2 types de micro-organismes qui sont candidats à cette recherche, les virus ou les bactéries. Alors, pour ce qui concerne les virus, ça vient plus, ça vient pas, c'est bloqué. Ah, il y a un problème. C'est bon. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Alors, les virus. Les virus, en fait, ce sont des parasites, mais on peut dire même que c'est des ultra-parasites. Alors, quelle est la différence entre les deux? Un parasite, c'est un organisme animal, ou végétal même, hein, ou même des bactéries, qui vivent tranquillement, indépendamment, et qui petit à petit s'accrochent à un hôte, et vivent à ses dépens. Voilà, ça c'est le parasite. Les virus sont ultra-parasites parce que non seulement ils vivent aux dépens de l'hôte, mais en plus, pour se reproduire, ils ont besoin de l'ARN de l'hôte, de l'ADN de l'hôte. Donc ce sont des ultra-parasites, on peut appeler ça. Alors, pendant très longtemps, les chercheurs se sont demandé est-ce que ce ne sont pas des automates chimiques ou des organismes vivants? Voilà, ça, c'est une question qui s'est longtemps posée. Alors, un virus, c'est quelque chose de très très simple, une genre de coque. On en parle beaucoup avec le Covid, hein, avec à l'intérieur soit de l'ADN, soit de l'ARN. Depuis une dizaine d'années, on commence à penser quand même que les virus, c'est quelque chose de vivant. Et c'est le professeur Raoult, Didier Raoult, qui s'est illustré dans le Covid de façon pas très bonne, qui a été un très grand chercheur, il a fait des grandes publications sur les virus, et il a notamment publié des avancées assez considérables parce qu'il a trouvé d'abord des virus qui sont plus gros que des bactéries, de taille plus grosse que les bactéries, avec des gènes, un ARN plus développé que les bactéries, mais en plus,
il a trouvé des virus parasites d'autres virus. Bon, alors on commence à se dire, là, le virus, c'est quelque chose qui n'est pas un simple procédé chimique, c'est quelque chose qui semblerait quand même être vivant, mais c'est quand même un ultra-parasite. Les bactéries, maintenant. Les bactéries sont des usines biologiques qui répondent parfaitement à la définition du vivant. Elles peuvent être indépendantes, mais les bactéries les plus petites qu'on a trouvées, qu'on a cherchées, mesurent moins de 0,2 micromètres et contiennent 200 gènes. Et en dessous, on n'a pas trouvé. Donc le mystère, cette piste pour savoir comment, s'arrête là. Le plus petit organisme vivant qui correspond à la définition s'arrête à cette taille et à ce nombre de gènes. La bactérie, donc, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Il y a de l'ADN, l'ARN, il y a des ribosomes, enfin, il y a plusieurs petits organites, avec une coque également, et ça peut avoir des flagelles. Donc, rien entre la bactérie et l'origine, ce qu'on peut en dire l'origine. Il n'y a aucune transition connue. D'ailleurs, c'est Pasteur qui l'a dit, il n'y a pas de génération spontanée de la vie. Hein, il a dit donc il y a très longtemps. Donc pour l'instant, c'est une impasse. Comment? C'est une impasse. On essaye de savoir, maintenant on essaye de procéder comment. Autre piste, les recherches sur la création artificielle de la vie. Donc c'est les alchimistes de la vie, ceux qui essayent de constituer quelque chose de vivant à partir de rien, à partir d'atomes ou de molécules qui prélèvent. Et là, il y a un jeune étudiant qui était dans un garage et qui a mis au point une expérience, il y a de cela un bon nombre d'années, qui s'appelle Miller, et voici ce qu'il a fait dans un garage. Il a fait ce montage, un genre de ballon, il a mis de l'eau, la vapeur d'eau, des électrodes qui simulent les éclairs, etc., etc., et il a laissé fonctionner, c'était en milieu clos, hein, ceci sans arrêt. Et qu'est-ce qu'il a découvert en rentrant dans son garage quelques jours après? Sur la paroi, il y avait des petites pellicules brunâtres. Il a analysé ceci, c'était des acides aminés. Des acides aminés qui sont les briques des protéines. Et donc, pour la première fois, en laboratoire, on a pu créer une molécule du vivant. Mais, encore une fois, des petits progrès pour essayer de créer du vivant, mais sans ADN qu'on apporte ou sans ARN qu'on apporte, on n'arrive pas à créer du vivant. Je crois qu'il y a un conférencier qui viendra la prochaine fois qui va essayer qui essaye de trouver des approches pour essayer d'aller dans ce comment, mais on est encore loin du bon résultat. Donc, on change de sujet. Comment, on ne sait pas très bien. Et on va essayer de savoir quand. Quand est-ce que la vie est apparue sur Terre? Là, on tombe dans le domaine des géologues. Donc ils vont chercher des cailloux un peu de partout dans le monde, ils regardent au microscope, ils essayent de chercher les anciennes traces du vivant. Et là, le premier indice, il est un peu inhabituel, c'est pas des fossiles le premier indice, il faut pas penser qu'on va trouver des fossiles. Le premier indice, c'est sur le carbone. Alors le carbone, c'est un atome que tout le monde connaît, qui est dans l'air, qu'on respire, qu'on exhale, c'est le CO2, il y a le carbone et l'oxygène, et le carbone a 3 isotopes. Il y a 3 formes de carbone. Il y a le C12, le C13 et le C14. Le C14, c'est à l'état de trace. Il se forme dans la très haute atmosphère. Il est radioactif et sa radioactivité se perd au bout de plus de 5000 ans. Et c'est le C14 qu'on utilise pour dater des fossiles, enfin des choses récentes quand même, à plus de 5000 ans. Hein. Au-delà de 5000 ans, il n'y en a plus. Bon. Et ensuite, il y a le C13 et le C12. Or, le C13, le C12, le pourcentage est établi. Le carbone minéral, c'est 98%, 99% de C12 et le reste en C13. Très peu de C13, donc. Et là, il se trouve que les végétaux, quand ils captent le CO2 par la photosynthèse, pour former de la matière, ils n'aiment pas trop le C13. Ils préfèrent le C12. Ça, c'est un indice qui va nous permettre d'étudier le carbone qu'on va trouver dans les rochers. Donc, les organismes chlorophylliens préfèrent le CO2 avec du C12 que le CO2 avec du C13, qu'ils laissent un peu tomber, hein, quand ils captent le CO2. Et donc, voici les proportions. Bref, ce fait est exploité par les géologues parce que ils ont trouvé dans le Groenland des roches carbonées, du carbone, qui ont le pourcentage
que les végétaux absorbent. Donc moins de C13 dans ces roches. Et donc, ça a été une hypothèse de dire que peut-être que la vie a commencé, donc à partir de cette époque, on a pu dater les rochers à côté, 3,8 milliards d'années. Alors ceci est confronté avec d'autres indices, les précipitations de fer dissous dans l'eau. Je ne sais pas si vous connaissez la Corse, il y a de l'eau minérale qui s'appelle l'Orezza. Si vous allez là-bas, on vous sert de l'eau, il y a un robinet où il y a de l'eau qui sort de la source. Vous la mettez dans une bouteille, on secoue un peu, hop, ça devient tout marron, parce que c'est de l'eau ferrugineuse. Ce qui s'est passé sur la planète, il y avait beaucoup d'eau, mais elle était ferrugineuse. Et l'oxygène a fait précipiter tout le fer. Et ça fait des montagnes de fer. Et donc, on a essayé de dater quand est-ce que le fer a commencé à se précipiter suite à l'oxygénation de l'eau, peut-être due à des bactéries photosynthétiques. Et voilà, c'est entre 2,5 et 2,3 milliards d'années. Mais il y a quelques gisements à 3,8 milliards d'années, ce qui confirme l'indice du carbone. Troisième indice, les bioconcrétionnements. Alors, le bioconcrétionnement, c'est pas des fossiles, c'est une accumulation de sédiments que les bactéries agrègent. En gros, c'est ça. Vous allez comprendre avec quelques images. Ça s'appelle des stromatolites. Stromato, c'est tapis, lith, c'est caillou. Et on en a trouvé à partir de 3,7 milliards d'années. Ça, c'est un indice très fort, ça, de la présence du vivant sur Terre. Il y a encore des stromatolites en Australie, près de Perth. Et ce sont ces rochers bizarres, voilà, ça, ce sont des stromatolites. Alors, comment ils se forment? Vous allez voir. Ce sont des cyanobactéries, c'est-à-dire des bactéries photosynthétiques qui ont de la chlorophylle à l'intérieur, qui forment des petits filaments, et comme une genre de duvet. Et ce duvet, quand il y a une mer qui est mauvaise avec des sédiments, il y a des petites grains de sédiments qui se mettent dedans et qui se collent. Et petit à petit, ça forme ces rochers. Et quand on les découpe, on voit toutes les couches accumulées de ces petites cyanobactéries. Voici ces cyanobactéries. Il y en a différentes formes, des pluricellulaires, des unicellulaires, et on en trouve encore aujourd'hui, hein, c'est quelque chose d'assez commun. Ceci, par exemple, c'est trouvé au Cap Ferrat. C'est une espèce qu'on peut trouver, ça se voit à l'œil nu. C'est des colonies de filaments, et ce sont des bactéries, des vraies bactéries. Alors, des bactéries photosynthétiques, on trouve les premiers stromatolites à 3,7 milliards d'années, 3,45 milliards d'années. Là, il y a même un morceau de caillou qui s'était coincé, et on voit les couches successives d'accumulation des sédiments par ces cyanobactéries. 90, les premiers microfossiles. Alors là, c'est vraiment du vivant, hein, qui a laissé des fossiles. Alors il ne faut pas croire que c'est des ammonites ou des choses extraordinaires, c'est quelque chose qu'on regarde avec le microscope électronique, et encore parfois c'est très douteux ce que l'on peut observer. Je vais vous montrer les images de ces premiers fossiles, des filaments, donc, qui sont peut-être des cyanobactéries. 3,45 milliards d'années, on est dans les milliards d'années, au-dessus de 3 milliards d'années. Voilà. Là, on dirait même qu'il y a des cellules qui se sont divisées en deux, vous voyez. Et ça, c'est 3 milliards d'années. Donc, conclusion de Caen, on peut dire que l'apparition de la vie sur Terre, c'est entre 3,8 et 3,7 milliards d'années. C'est une époque, c'est la fin d'une époque, et M. Morbidelli pourrait vous dire, où des météorites, des astéroïdes, toute une série d'éléments planétaires ont bombardé la Terre. Pendant environ 100 000 ans, il y a des bombardements incessants d'objets sur la Terre. Alors sur la Terre, on voit plus rien, parce qu'il y a la tectonique des plaques. Toutes les cicatrices sont effacées. Par contre, quand on regarde la Lune, quand on regarde Mars, on voit plein de trous qui sont dus à cette époque où les planètes ont été bombardées d'astéroïdes et de météorites. C'est une époque aussi où on trouve que les premiers éléments du vivant qu'on a découverts sont déjà très diversifiés. J'ai parlé des cyanobactéries, donc présence de bactéries photosynthétiques, où il y a la photosynthèse à l'intérieur. Mais j'ai pas parlé d'un autre indice, l'indice du soufre. On a également pu établir, grâce aux isotopes du soufre, qu'il y avait des bactéries qui se développaient grâce à du soufre, donc sulforéductrices. On a pu également établir qu'il y avait des bactéries qui développaient du méthane, bactéries méthanogènes. Donc, dès le début, il y avait déjà 3 lignées de bactéries sur Terre qui sont apparues en même temps. Et quand on connaît l'évolution,
il est pratiquement impossible de dire que à partir d'un, on est arrivé à ces trois-là. Ce sont des métabolismes complètement différents. Donc, il y a eu très vraisemblablement, trois initiales de la vie, il y a 3-7 milliards d'années. Alors maintenant, la grande question, c'est où? Alors, bien entendu, la plupart des gens, quand on est un peu religieux aussi, c'est sur Terre, bien entendu. Toutes les hypothèses sur Terre se mélangent, on en voit sans arrêt, et on va voir un peu sur les hypothèses qu'il y a sur Terre. D'abord, il y a eu la soupe primordiale. La soupe primordiale, c'est une hypothèse qui est due à un Russe en 1929, donc il a pensé qu'il y avait dans des mares, il y a une soupe qui, avec la chaleur, des éclairs, hop, la vie est apparue dans ces conditions sur Terre. D'autres hypothèses disent que la vie serait apparue dans des souffleurs de soufre profonds au niveau des tectoniques des plaques. Il y a des genres de chaudières sous-marines qui crachent de l'eau très chaude et sulfureuse, dans lesquelles il y a des archéobactéries, des bactéries très spéciales, qui se développent pas grâce à la photosynthèse, et ces bactéries sont ingérées ou sont assimilées à d'autres organismes marins. Donc on trouve des crevettes, on trouve des poissons, une vie intense autour de ces engins-là, ces structures. Mais tous les animaux qui gravitent autour de ces archéobactéries, qui existent pour du monde, sont des animaux qui dérivent d'animaux qui viennent de la photosynthèse. Il y a des crevettes, mais elles sont un peu différentes, il y a des poissons, ils sont un peu différents, etc., etc. Donc c'est pas un environnement, un microcosme créé par ces fumeurs. Mais il y a des archéobactéries qui vivent quand même là-dedans. Alors, les nouvelles sont parfois récentes, et on dit que c'est dans des petites mares chaudes, grâce à des éléments apportés par les météorites. On en reparlera. La deuxième hypothèse, c'est ailleurs. Donc la vie se serait créée ailleurs, elle serait arrivée sur Terre. Alors déjà, ça paraît un peu fumeux cette histoire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments pour le dire. Mais non, on va voir qu'il y a des éléments qui sont assez étranges. Le premier élément très étrange qui a secoué toute la communauté scientifique, c'est un météorite qui est tombé dans l'Antarctique, sur les monts Allen Hills, d'où le nom ALH, et c'était en 84, et c'est le premier météorite de cette époque qui a été trouvé dans ce coin. Ce météorite contient du carbone, des grains de carbone. Donc on a analysé ces grains de carbone, et on a trouvé ces choses-là. On dirait des vers. Mais il n'y en a pas un, il y en a des milliers. En coupant le météorite, on trouve des milliers. Il vient de Mars, ce caillou. On a la certitude, là on peut l'analyser grâce enfin beaucoup d'autres éléments. C'est un caillou qui vient de Mars. Alors comment? Il doit y avoir un météorite qui a tapé Mars, qui a fait partir dans l'espace des rochers, et un de ces rochers, ce caillou, est arrivé sur Terre. Et donc, ça a été publié d'ailleurs dans Science, une nouvelle, la grande nouvelle, c'était ça, activité biogénique dans un météorite martien. Ça a été contesté, parce que dès qu'on trouve, il y a des nouvelles de ce genre, tout de suite des chercheurs viennent essayer de contredire pour publier dans le même journal, qui est un journal prestigieux. Ça, c'est une petite guéguerre. Et donc, ils ont approfondi la recherche sur ces météorites. Il faut savoir que les bactéries, certaines de nos cellules du cerveau, surtout celles des oiseaux, contiennent des chaînes de magnétite, c'est-à-dire des petits cristaux de fer aimantés, qui forment comme un collier de perles, et les petits cristaux ne se touchent pas. Ils sont comme ceci, et ça nous permet de nous orienter. Et pour chaque type de bactérie, pour chaque type de cellulaire où il y a ces chaînes de magnétite, les petits cristaux que la cellule forme, hein, elle les mange pas, elle les forme, hein, ils sont différents, des tailles différentes, des structures différentes. Voilà, des cristallisations différentes, comme ici. Or, dans le météorite ALH 84, on a trouvé des cristaux de magnétite. Et donc là, ils sont tous identiques. Et donc là, nouvelle publication dans une revue de prestige, les magnétites seront peut-être une biosignature dans le caillou martien. Là encore, avalanche de commentaires, de contestations. Et là, ils ont encore travaillé, parce qu'il fallait publier en fait que les magnétites étaient en forme de collier de perles, sans se toucher. Et ça, on les a trouvés aussi. Voilà. On les a trouvés, il n'y en a pas un, il y en a des dizaines. Ça, c'est une des photos que le chercheur m'a donné. Ça a été publié dans la Nature, ou dans les PNAS, je crois. Et voici la dernière publication. Et après, ça s'est arrêté, les contestations se sont calmées.
Donc voilà, évidence pour une origine biologique dans le caillou martien. Bon, c'est un faible élément, mais c'est déjà un indice intéressant. Mais par la suite, on a étudié tous les météorites qui contiennent du carbone. Il y en a beaucoup, hein. C'est assez rare, mais il y en a quand même beaucoup. Et celui-ci, c'est le plus remarquable. Il pèse 100 kilos. Il est tombé à Murchison, c'est en Australie. Et figurez-vous que dans le carbone, il contient 100 000 formes de peptides formées par des acides aminés, donc des accumulations d'acides aminés, 100 000 types différents, des constituants organiques, de l'ADN. C'est une chimie prébiotique plus importante que ce qu'on trouve sur Terre. Tout ça dans un petit caillou. Et dans d'autres cailloux aussi. Et récemment, 2025, on a envoyé une fusée sur ce caillou, là, sur cet astéroïde, Bennu, et on a prélevé un petit peu de matière de cet astéroïde. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? De nouveau, des acides aminés et des éléments de l'ADN, des nucléobases de l'ADN. Tout ceci est très étrange. On va en parler par la suite. Ensuite, ce qui est également remarquable, et ça a été étudié à l'université de Nice par un de mes collègues, Meyer Heinrich notamment, les molécules du vivant, les acides aminés, les sucres, sont des molécules qui peuvent avoir deux formes dans l'espace. Complètement identiques au niveau des atomes, mais droite et gauche. C'est la même chose, mais on peut dire que celui-là est de droite et celui-là est de gauche. Et pour les molécules, c'est pareil. Ils peuvent être orientés soit à gauche, soit à droite. Et c'est donc une asymétrie qu'on appelle l'évogire ou dextrogire, gauche ou droite, et qui est propre donc à toutes les molécules du vivant. Acides aminés, sucre et ADN. Or, je reviens en arrière, ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans ce qu'on trouve dans ces astéroïdes, le carbone, hein, Murchison, etc., c'est exactement pareil. Ce sont les mêmes proportions, soit à droite, soit à gauche. Et si on veut, dans un laboratoire, construire ces acides aminés, comme a fait l'étudiant, comme on peut le faire, on n'y arrive pas. On a toujours 50-50. Hein, on fait le mélange de tout ce qu'il faut, hop, on obtient un acide aminé, 50 à droite, 50 à gauche. Jamais ces proportions. Et on s'est aperçu qu'en fait, les proportions que je vous indiquais nécessitent des ultraviolets qu'on trouve dans certaines constellations. Donc des systèmes de lumière donc qu'on ne trouve pas sur Terre. Ça peut pas se former différemment. Déjà, on voit dans tout ce qu'on a découvert que, au moins, déjà, on peut avoir presque la certitude que les constituants du vivant proviennent de l'espace. L'origine de la matière, des acides aminés, des nucléobases, etc., ça vient de l'espace, déjà. Donc, la conclusion, je vais vous donner ma préférence, c'est de dire qu'elle vient d'ailleurs. Et donc, j'ai plusieurs raisons pour y penser. D'abord, pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'eau. Il y a de l'eau sur Terre. Monsieur Morelli va peut-être faire une conférence sur comment l'eau est arrivée sur Terre. Mais également, dans toutes les planètes, les comètes, même la Lune, il y a de l'eau. Hein, la glace sur Mars, également, ça c'est dans les pôles, mais même, il y a un de mes étudiants qui a prouvé, chez lui, dans sa cuisine, qu'il y avait de l'eau sur Mars. Et avec une expérience très simple. Je vous l'ai montré, vous la connaissez pas peut-être, voilà. C'est celle-ci. Voilà. Bon. Il y a de l'eau sur Callisto, il y a de l'eau sur Ganymède, il y a de l'eau de partout. En fait, il y a de l'eau de partout. Bon, deuxième raison, c'est dans les bactéries, est-ce que les bactéries peuvent rester vivantes dans l'espace? Oui. Exposées déjà 2 années dans les satellites qui tournent autour, on les ramenait sur Terre, toujours vivants. Il y a même des cyanobactéries qui sont restées vivantes, il y a même des tout petits organismes, des tardigrades qui sont revenus vivants, donc c'est quand même très étonnant que dans l'espace, tout ceci peut survivre. Ensuite, est-ce que l'arrivée sur Terre dans un météorite, actuellement, si un météorite arrive sur Terre, il brûle, il se consume, et dans l'espace, c'est pas possible, ça peut pas survivre ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'atmosphère.
Donc ça arrivait de l'espace, plop, ça tombait dans l'eau. Donc c'est possible que les bactéries peuvent survivre dans ces conditions. Ensuite, est-ce que les bactéries peuvent voyager dans l'espace? Oui, c'est ce que j'ai dit, elles peuvent survivre pour centaines de millions d'années. Il y a eu d'autres découvertes dans des mines de sel qui datent de plusieurs millions d'années. On a extrait un tout petit peu d'eau coincée entre deux grains de sel, et il y avait des bactéries qui ont survécu, qui sont développées dès qu'on les a sorties de là. Donc ces bactéries peuvent s'enquister et vivre très très longtemps. Ensuite, la chimie du vivant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'étude de la chimie du vivant montre que nos molécules sont de droite ou de gauche, ça dépend des types de molécules, et tout ce qu'on trouve dans les cailloux venant de l'espace, c'est exactement pareil. Et si on le fait dans un laboratoire, on arrive à 50-50. Donc ça, c'est vraiment un mystère, et ça permettrait peut-être de dire que toute la vie a été construite avec des molécules venant de l'espace. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, ensuite, c'est ce que j'avais dit, la vie était très diversifiée sur Terre, dès le début. Ça, c'est des géologues qui l'ont mis au point. Et si elle était très diversifiée, 3 types de métabolisme, il est impossible qu'à partir d'une bactérie arrivée sur Terre il y a 3-7 milliards d'années, on trouve ces 3 métabolismes différents d'un seul coup. Donc l'hypothèse, c'est qu'il y a plusieurs types de bactéries qui sont arrivées sur Terre. Alors là, je vous laisse un peu la conclusion de tout ça, c'est que la vie serait apparue lorsqu'il y a eu la pluie des météorites pendant 100 millions d'années. 100 millions d'années, la Terre était bombardée de météorites, et dans ces météorites, il y avait des météorites contenant du carbone, et c'est de là qu'est venue la vie. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus, hein, donc on va peut-être voir sur Mars ou ailleurs si on trouve des traces. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de recherches entreprises à ce sujet. Bon, ça reste toujours mystérieux, mais ce qui m'impressionne le plus dans tout ce que j'ai montré, ce sont les météorites qui contiennent du carbone, et ce carbone contient toute une série de molécules du vivant. Alors comment ces molécules du vivant ont pu être créées ailleurs? Parce que ça vient d'ailleurs, même de notre système que le système solaire. Hein. Comment ça peut être créé ailleurs? On ne peut pas imaginer qu'il y a une usine, un laboratoire qui crée tous ces peptides, toutes ces molécules du vivant, les nucléotides de l'ADN. Il faut un laboratoire pour créer un acide aminé ici, sur Terre. C'est pas possible. Donc la seule hypothèse, c'est que c'est du vivant qui s'est décomposé. Sinon, on peut pas comprendre cette richesse en molécules du vivant qu'il y a dans ces cailloux qui viennent de l'espace. La deuxième genèse. Donc, la première genèse, c'est l'apparition des premières cellules sur Terre qui étaient vraisemblablement des bactéries. Alors on me dirait les virus. Alors les virus, ils étaient déjà dans les bactéries en arrivant sur Terre, c'est possible. Parce que les virus, on ne connaît pas actuellement sur Terre un virus indépendant. Ça n'existe pas. Les virus doivent être parasites. Or, tous les parasites qui existent sur Terre, tous, je dis bien tous les parasites en dehors des virus, ont des ancêtres qui sont indépendants. Et qui sont devenus, en s'associant à l'autre, dépendants et sont devenus parasites. Et donc on peut imaginer que peut-être ailleurs, il y a des virus indépendants. Et peut-être que ce sont ces virus indépendants, en s'unissant, qui ont créé les premières bactéries. Il y a des virus ARN, il y a des virus ADN, c'est peut-être tout ça, ces ensembles-là. Mais ça, on ne peut pas le dire, parce que sur Terre, ça n'existe pas. Il n'y a pas de virus indépendant. Alors, la deuxième genèse, c'est l'apparition des cellules à noyaux. Nous avons tous des cellules à noyaux. Et tous les organismes visibles à l'œil nu ont des cellules à noyaux. Et on va expliquer comment ils sont arrivés à partir des bactéries. Les cellules à noyaux, les prokaryotes par rapport aux eucaryotes, ici il y a un noyau donc avec une membrane, il y a des organites, les mitochondries, chez les végétaux il y a des plastes avec la chlorophylle, donc il y a des choses dans les cellules qui sont remarquables et qui ont toutes un rôle particulier. Et les bactéries se sont créées, les cellules à noyaux sont créées par union. Ce sont des unions de bactéries, des associations de bactéries, ça s'appelle les endosymbioses. Alors j'ai dessiné des petites bandes dessinées avec ma fille qui vous montrent comment ça s'est passé. Alors c'était les océans dans lesquels il y avait des bactéries végétales, des cyanobactéries. Il y avait des bactéries champignons qui utilisent la matière organique dissoute dans l'eau. Et tout ça, ça tombait, ça formait une vase dans laquelle ces organismes se stratifiaient. Donc il y en a une ici qui mangeait de la matière organique dissoute,
bactérie champignon, hein, avec une carapace, elle coule, hop, elle tombe sur le sol. Et là, elle s'aperçoit qu'il y a un humus de cadavres de bactéries qui sont intéressants à assimiler, parce qu'elle assimile ces... Et donc, elle enlève sa carapace, elle commence à ramper, il n'y a plus rien en dessous, elle commence à ramper, et puis elle avale tout ce qui se trouve par terre. Ça, c'est le début, c'est assez simple à comprendre. Certaines de nos cellules, les globules blancs, font pareil, il y a d'autres organismes qui font pareil. Donc, il se tord, il avance, et ensuite, au lieu d'assimiler la matière organique par contact, elle forme une genre de poche, et dans cette poche, il y a de la matière organique qu'elle digère par la suite. Nos globules blancs font pareil. Il y a d'autres amibes qui font pareil. Ensuite, au lieu de manger quelque chose qui est dissous de la matière organique un peu déjà pourrie, etc., elle commence à s'attaquer à des bactéries qui tombent de la surface. Elle avale, elle la digère, etc. C'est comme un charognard, c'est une bactérie charognard. Exactement comme nos globules blancs. Nos globules blancs font comme ça. Et un jour, il y a une bactérie qui était un peu particulière, qui avait une carapace poreuse, et elle vivait en milieu oxygéné. Elle avale et n'arrive pas à la digérer. Elle reste entière à l'intérieur. Et finalement, celle qui l'a avalée se met vers la surface, et cette bactérie lui sert à lui donner de l'oxygène, de la matière organique. Donc elle ne mange plus, et c'est elle qui lui procure à manger. Ceci, c'est la mitochondrie. Nos mitochondries, toutes nos mitochondries qui sont dans nos cellules, et dans toutes les cellules avec noyau, sont des anciennes bactéries qui ont été domestiquées. C'est des parasites. C'est très simple, hein. Tout le monde, ça c'est pas une hypothèse, hein. L'ADN, il y a de l'ADN dans ces mitochondries, mais c'est de l'ADN de bactéries. Et on peut faire le même dessin pour les plastes. Tous les végétaux verts que l'on voit, ils sont verts parce que il y a des plastes, c'est-à-dire des petites particules à l'intérieur des cellules qui ont de la chlorophylle. Et bien ces plastes, ce sont d'anciennes cyanobactéries, avalées, domestiquées par les cellules. Et comme ça, il y a eu les noyaux, les mitochondries, tout ça, ça a été... Voilà, les plantes, c'est ça, l'origine des plantes, ils ont avalé... ça, c'est une cyanobactérie qui a été avalée qui avait une mitochondrie, qui avalait donc la méchante. Le noyau, c'est pareil. Enfin, tout vient de ces endocelluloses, donc de ces comportements de prédation, en fait, d'une bactérie qui ressemble à un globule blanc ou une amibe, et qui avale, et qui, au lieu de la digérer, garde en entier la bactérie qu'elle a avalée. Et à force d'avaler, ça fait une cellule à noyau, avec des équipements différents. Alors ça, ce que je vous ai décrit, c'est pas de l'évolution. C'est pas du Darwin. Parce que Darwin, c'est A donne B, puis donne C. Là, c'est A plus B donne C. Vous comprenez? Et c'est en avalant différents éléments que ça a formé 22 types cellulaires différents sur la planète qui existent aujourd'hui. Il y a 22 menus, si vous voulez, de la bactérie ancestrale qui ont conduit à créer 22 systèmes cellulaires différents, qui ont avalé des ingrédients différents. Notamment chez les algues, il y a des algues rouges, parce qu'il y a des pigments rouges à l'intérieur sur les plastes. Il y a des algues brunes qui ont des pigments bruns, des algues vertes qui ont donné les végétaux verts, parce que les ingrédients étaient différents à l'origine. Et ainsi de suite, la vie s'est créée à partir de cela. Et ce n'est pas Darwin, ce sont des unions. Tout à l'heure, je vous ai parlé des unions de virus indépendants qui auront peut-être formé les premières bactéries, pas ici, ailleurs. Là, ce sont des unions de bactéries qui ont donné des cellules à noyau. Alors, il y a des fossiles, je vais vous montrer quelques fossiles rapidement, qui ont entre 2500 et 600 millions d'années. Celui-ci fait 3,3 milliards d'années. On ne sait pas si c'est une bactérie ou si c'est une cellule à noyau. Donc, on passe. Et voici les premiers, 2,5 milliards d'années, il y en a beaucoup, vous voyez même le noyau. Voici tout ce qu'on a pu trouver. Il y a même un fossile qu'on a trouvé, c'est une cellule, ça, à peine, qui a formé une petite coque dans laquelle il y avait une genre d'amibe. Et donc, ce n'est pas un végétal, là, tous les autres contenaient la chlorophylle. Ça, c'était un premier animal unicellulaire. La conclusion de la deuxième genèse, c'est qu'à partir de 22 unions différentes,
hein, le menu de la bactérie qui a mangé un peu de tout, il y a eu 22 formes différentes de cellules avec noyaux sur la planète. Donc on a l'océan avec 22 types cellules à noyaux différents et un tas de bactéries qui contiennent des virus qui ont certainement également contaminé les cellules à noyaux. Mais maintenant, il y a la troisième genèse. Hein, il y a 3 genèses dans le vivant. La première, vraisemblablement des virus indépendants qui sont unis pour former les bactéries. Les bactéries qui sont unies pour faire les 22 systèmes de cellules à noyaux. Et maintenant, c'est le passage de l'unicellulaire au pluricellulaire. On passe d'un individu isolé à un individu qui s'agrège à un autre individu, qui forme quelque chose de plus gros, et finalement ça donne quelque chose qui nous ressemble. C'est la biodiversité actuelle qu'on peut voir à l'œil nu. Ça, c'est la pluricellularité. Nous avons des millions de cellules dans notre corps. Ça s'appelle la pluricellularité. Au début, c'est petit, mais ça peut être très gros comme nous. Mais avec la pluricellularité, il y a un autre système biologique extrêmement complexe qui s'appelle la différenciation cellulaire. Au début, la première cellule, l'œuf, si vous voulez, se divise en 2, c'est 2 cellules identiques. Puis après en 4, c'est 4 cellules identiques. Mais rapidement, les cellules vont se spécialiser, surtout pour les organismes complexes. Et chaque cellule va devenir une cellule du foie, une cellule osseuse, une cellule, etc., etc. Ça s'appelle la différenciation cellulaire. Ce sont les mêmes gènes, le même ADN, mais un système qui permet de donner un rôle à des cellules d'après un plan bien ordonné. Ça, c'est bien l'évolution. Et ces deux phénomènes, la pluricellularité et la différenciation cellulaire, a conduit à la biodiversité que nous voyons aujourd'hui. Mais, donc, ces datent de 2 milliards d'années. Ça, c'est par exemple une colonie de cellules très lâches, collées les unes aux autres. Ça se passe très facilement. Une cellule se divise en 2, au lieu de s'échapper, se séparer, elle reste collée à l'autre. Ça forme 2, 4, 8, voilà, ça forme des petites colonies. Mais c'est toutes les mêmes, il n'y a pas de différenciation cellulaire. Là, on voit déjà une différenciation cellulaire. Il y a une grosse cellule au milieu, des petites autour. Les premiers eucaryotes pluricellulaires, visibles à l'œil nu, datent d'entre 2 milliards 100 et 600 millions d'années. Il y en a peu, hein. Et les plus bizarres sont ceux-ci qui ont été trouvés par un chercheur qui vient d'Orléans. C'est des trucs bizarres, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est grand comme ça, c'est trop au Gabon. Mais alors, on ne sait pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est des bactériens? Est-ce qu'ils disent peut-être que c'est des cellules à noyaux? Alors, en tout cas, il y a ces genres de choses aussi qu'on a trouvées. On ne sait pas non plus si c'est pluricellulaire, si c'est des noyaux ou tout. C'est un genre de spaghetti qu'on a trouvé dans la roche aux États-Unis. Ça, par contre, on est certain que ce sont des algues rouges. Ça a 1,2 milliard d'années. Donc, les premiers éléments pluricellulaires qui correspondent à ce qu'on trouve encore aujourd'hui sur Terre. Des bangias, des algues, donc. On a même identifié cela 900 millions d'années, et ce serait le premier champignon apparu sur Terre, et connu, quoi. Hein. Peut-être qu'il y en a eu avant, mais c'est toujours très difficile. C'est un champignon parce que des genres de filaments sortent de cette masse et se soudent ici. Et il n'y a que les champignons qui font ça. Donc ça a été identifié comme étant un champignon. Vaucheria, des espèces qui sont pluricellulaires, qui ont plusieurs noyaux, des champignons, et toutes les années, hein. Donc on en a trouvé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est comment ça s'est créé, comment s'est apparue cette différenciation cellulaire. Et là, c'est un peu mystérieux. Je vais montrer avec du Lego. Mon fils joue au Lego, ça m'a inspiré. Donc au début, voilà ce qui se passait. Il y avait des cellules, 22 types cellulaires différents, qui étaient au fond de l'eau, qui nageaient ou qui étaient sur le fond de l'eau. Ça représenté par ces différentes pièces de Lego de couleurs différentes. Ensuite, en se divisant, soit elles ne sont pas dispersées, sont restées ensemble. Ça forme des colonies, qui sont parfois des colonies très lâches, dans un genre de mucus, ou parfois un peu mieux associées. Et s'ils s'associent mieux, ça fait ça. Donc là, on a des colonies de cellules à noyaux pluricellulaires, c'est toutes les petites pièces de Lego, mais sans différenciation cellulaire. Elles sont toutes pareilles. Mais on va pas très loin avec ce type de construction. Et donc après, voici, c'est les divisions on peut voir ceci sur Terre. Hein. Voici des espèces d'algues qui n'ont pas de différenciation cellulaire. Et ensuite, il y a eu la différenciation cellulaire. Donc, au lieu d'avoir
le même type de cellule, il y a plusieurs types de cellules qui se développent à partir d'une cellule. Différentes, mais avec le même gène. Et avec ça, on peut construire tout ce qu'on veut. Voilà, c'est toute la biodiversité sur Terre qu'on peut construire avec toutes ces petites cellules différentes, qui sont différentes les unes des autres. Il y a 22 phylums, donc indépendants d'eucaryotes, de cellules à noyaux. 5 seulement, sur les 22, ont découvert ce système de différenciation cellulaire et de pluricellularité. Alors ces 5 phylums sont les animaux, tout le règne animal, les végétaux verts, avec les algues vertes au début, les algues rouges, qui ont des systèmes intérieurs différents, des plastes différents, les algues brunes, qui ont des plastes différents, et les champignons, 5. Sur les 22, il n'y en a que 5. Les autres sont restés unicellulaires, qui se trouvent dans l'océan, dans les eaux, etc., etc. Et on peut se poser, quelle est l'origine du processus de la troisième genèse? La théorie qui dominait, moi j'en ai trouvé une autre, c'est la convergence. Bon, c'était un peu logique. Dans l'évolution, quand un organisme se trouve à un endroit, il s'adapte à cet endroit et il prend des formes ou des habitudes qui s'adaptent à l'endroit où ils sont. Et apparemment, d'après cette première théorie, les 5 que j'ai cités ont inventé le même système indépendamment, sans se parler, parce qu'ils ne pouvaient pas se parler, parce qu'ils se trouvaient dans des conditions identiques. Se trouvant dans des conditions identiques, le mieux, c'était de devenir pluricellulaire avec la différenciation cellulaire. Mais, depuis, on sait que la différenciation cellulaire, c'est quelque chose d'hyper complexe. On parle beaucoup de cancer. Mais le cancer, c'est un défaut de la différenciation cellulaire. Les cellules sont programmées pour être des cellules du foie, elles sont dans le foie. Si elles se déplacent ailleurs et elles forment des amas, c'est le cancer, c'est qu'il y a un défaut dans la différenciation cellulaire et dans les ordres de tout l'organisme à dire que toi, tu restes ici, tu vas pas ailleurs. C'est la différenciation cellulaire, c'est très compliqué. Et du fait de la complexité de ce système qui n'est pas encore bien connu, j'ai trouvé une autre hypothèse. C'est un héritage commun des 5, qui proviendrait des cyanobactéries. Alors pourquoi j'ai dit ça? Mais c'est très simple à comprendre. C'est logique, c'est tout du bon sens. Il y avait des cyanobactéries qui datent de plus de 2,6 milliards d'années, donc bien avant qu'on ait trouvé des pluricellulaires sur Terre, et qui étaient déjà pluricellulaires avec différenciation cellulaire. Regardez ces filaments, il y a des cellules rondes au début qui s'attachent, une autre cellule ici qui est plus grande, et ensuite des cellules identiques, et au bout, c'est des cellules qui se reproduisent. La différenciation cellulaire a été inventée par les cyanobactéries il y a 2,6 milliards d'années. Et donc peut-être ce système qui est contenu dans ces organismes a été repris par les endosymbioses, par les 5 que j'ai cités, mais pas par les autres. Et ensuite, ça a marché dès que les conditions sur Terre se sont améliorées. C'est une conclusion générale. Je vais finir dans 5 minutes à peu près. Voilà. Regardez bien ce schéma. Je vais mettre ici. C'est le schéma de l'origine du développement de la vie sur Terre. Ici, sur la gauche, c'est là une flèche du temps. Là, c'est 3,8 milliards d'années, l'arrivée de la vie sur Terre. Et là, c'est aujourd'hui. Au début, on ne sait pas ce qui s'est passé. ARN, ADN, les virus indépendants qui ont formé la première genèse, les premières bactéries. On ne sait pas comment ça s'est passé. Ces premières bactéries, jackpot, parce que les virus indépendants, on n'a pas trouvé aucune trace de stade pré-bactérien sur Terre. On ne connaît rien. Donc on est aux bactéries. Première genèse, les bactéries sont formées. Elles ont évolué. Il y a des centaines de types bactériens différents sur Terre. C'est ici, donc les bactéries actuelles, les prokaryotes, il y en a toute une papardelle. Mais à un moment donné, entre 3, 5, 2 milliards d'années, jackpot, c'est la première union des bactéries, c'est les premières endosymbioses. Donc les cellules à noyaux, il y en a eu 22. Les protistes actuels, c'est-à-dire les eucaryotes unicellulaires. 22 systèmes ont émergé ici par union. Là, c'était par union, vraisemblablement, c'est par union. Et la troisième genèse, c'est également un jackpot, c'est-à-dire que ce sont les 5 groupes, animaux, champignons, plantes vertes, algues rouges, algues brunes, qui ont trouvé la pluricellularité et la différenciation cellulaire. Et donc, on peut résumer l'évolution de la vie sur Terre comme ça. On va donner quelques illustrations de ces unions. Alors, c'est très important, ceci, c'est que aux États-Unis, avant, il n'y a pas très très longtemps, il y avait des universités qui enseignaient que la vie est commencée comme la genèse de la Bible.
Et donc, ils étaient formels pour dire non, il faut lire la Bible, et c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, ça c'est un peu, avec toutes les découvertes qu'on a faites, ils ont dit, bon, ben, quand même, c'est un peu fort. Alors, ils ont changé de système, ils ont dit, bon, tout ce que j'ai raconté, on est d'accord. Mais, entre chaque changement, c'est Dieu qui l'a voulu. Ça s'appelle, oui, c'est tout un mouvement aux États-Unis hein, qui indique cela. On est d'accord pour toute l'évolution qu'on a décrite, mais c'est pas Darwin, c'est pas, non, c'est Dieu qui l'a voulu. Et là, les biologistes, eux, ils sont pas tout à fait d'accord avec cette théorie. Nous ne sommes pas des religieux. Et ça vient du fortuit. Alors, le fortuit, tout ça, c'est venu par du fortuit. Le fortuit, c'est un terme qui enveloppe trois notions. Les aléas, le hasard et la contingence. Et je vais vous expliquer la différence entre ces trois. L'aléa, c'est quelque chose qu'on connaît, mais qu'on ne sait pas quand il va arriver. Jouer au loto, c'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu aléatoire. Vous savez que vous allez perdre, vous savez que vous allez gagner, mais vous ne savez pas ni l'un ni l'autre. Quand vous construisez une villa trop près d'une rivière, vous savez qu'il y a un aléa centenaire ou millénaire que votre maison peut être emportée par la rivière. On sait que ça peut arriver, mais on ne sait pas quand. En gros, c'est ça c'est l'aléa. C'est quelque chose de fortuit qui va arriver, mais on ne sait pas quand. Le hasard, c'est tout à fait différent. Et je vous expliquer avec une petite histoire. Il y a un cultivateur qui a un champ grand comme ici, par exemple, et qui le laboure sans arrêt pour mettre ses pommes de terre. Il ne sait pas qu'il y a une pièce d'or qui est cachée dans son champ. Et moi, je sais. Donc, quand il va trouver sa pièce d'or, c'est par hasard. Il ne savait pas qu'il y avait quelque chose dans son champ. Donc, s'il savait, bien entendu, il allait le remuer de partout. Donc, il a trouvé par hasard. C'est un hasard qui est bon. Il y a des hasards négatifs et des hasards positifs. Mais c'est par hasard qu'il a trouvé, et pas c'est pas un aléa. Il ne savait pas qu'il y avait sa pièce d'or dans le champ, sinon il aurait creusé. Donc ça, c'est un hasard. Ensuite, il y a la convergence. Alors là, c'est pire. Et j'ai encore une petite histoire pour l'expliquer. C'est Guillaume qui prend son vélo, qui va à la fac, il crève, bon, il attache son vélo, il saute dans le premier bus pour y aller. Pendant ce temps, il y a Brigitte qui doit monter à Paris, et il y a une grève des contrôleurs aériens. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, bon, ben, j'ai un jour de vacances, là, je vais prendre un taxi, je vais aller dans Vieux-Nice, le taxi, il a un accident, elle saute du taxi, elle prend un bus, elle rencontre Guillaume, ils eurent beaucoup d'enfants. Vous avez compris? C'est une contingence. C'est pas un hasard, c'est pas un aléa. C'était des successions d'événements hasardeux qui se sont imbriqués les uns dans les autres. C'est par contingence. Eh bien, la vie s'est créée par contingence. Je vous l'ai expliqué. La vie s'est créée par contingence. Une série de plusieurs contingences. La première, j'ai dit que tous les organismes se multiplient de façon un peu différente, c'est que quand il y a des duplications de cellules, il y a toujours une petite erreur. Alors parfois c'est une lettre. Hein, vous avez un dictionnaire et une lettre de travers. Bon, c'est pas grave, ça change rien. Hein. Mais parfois, s'il y a plusieurs lettres qui changent, ça forme un mot. Et parfois le mot signifie quelque chose. Soit il signifie quelque chose de bien pour l'organisme, ça va être sélectionné, amplifié, soit ça signifie quelque chose de mal, ça reste au fond de la passoire, c'est mort. Donc ça, c'est complètement contingent. Hein, c'est des erreurs complètement contingentes. Ce sont les mutations. Pour les bactéries, ça peut traverser, si ça passe différent tout de suite dans ce niveau-là, mais pour les cellules à noyau, il y a la reproduction sexuée. Et là, c'est l'histoire de Guillaume et de Brigitte. Bon, bien entendu, avant, on arrangeait le mariage. Toi, tu vas te marier avec celui-là, ou etc. Mais avant, et maintenant, encore plus, c'est un peu hasard. C'est pas hasard, c'est contingent. Hein. On tombe sous quelqu'un dans un bar, hop, on l'épouse. C'est pas prévu. Donc, c'est ici. Les combinaisons génétiques nouvelles, ça peut également, c'est quelque chose de contingent. Donc, de contingence. Et ensuite, là, c'est Darwin. La sélection naturelle. Si je nais avec une propension à avoir chaud, dans mes gènes, et que je nais en Antarctique ou en Arctique, eh ben, je ne peux pas survivre. Donc, c'est la sélection naturelle. La nature sélectionne des individus qui sont adaptés à la nature, et bien entendu aux prédateurs, etc., etc. Et donc là aussi, on peut avoir tout ce qu'on veut comme gène, bon ou mauvais, si on n'arrive pas dans un bon endroit, on est éliminé. Donc on traverse les passoires, c'est encore. Et là, il y a les cataclysmes, qui ont détruit de façon aveugle. Il y a eu plusieurs destructions, à plus de 90% de la faune et de la flore, dues à des météorites, du volcanisme ou des changements globaux du climat majeurs. Parfois la Terre s'est devenu complètement gelée.
Il y a peu l'équateur qui a survécu. Donc la biodiversité actuelle est une succession, 1, 2, 3, 4 contingences. Voilà la réponse aux ceux qui veulent dire qu'il n'y a pas de fortuit dans l'évolution. Et pour terminer, le bout de la ficelle d'évolution est plus connu, c'est-à-dire ce que nous sommes. Alors on part de 600 millions d'années. Je vais vous montrer les premiers fossiles vivants. Voilà, faune des Diacara. Alors les Diacara, c'est un bled en Australie. Hein. Voilà, on dirait des méduses. On ne sait pas très bien ce que c'est. Ça peut être très grand, ça c'est en Afrique. Voilà aussi. Et voici une image de la biodiversité d'il y a 600 millions d'années qui a été reconstituée. Mais après, on a trouvé des premiers embryons. Alors on ne sait pas si c'est des animaux matures archaïques ou si c'est des animaux qui arrêtaient d'évoluer comme on va le voir. Comme ceci. On a trouvé ceci. C'est comme quand on a l'ovule avec un spermatozoïde, la spermatozoïde en 2, en 4, en 8, c'est exactement ça. On a trouvé ça qui date de plus de 600 millions d'années. En Chine. Ensuite, la faune de Tomod. Tomod, c'est en Sibérie. Premier, on dirait des petits coquillages. C'est très vieux aussi, ça. Hein. Et le plus beau, c'est la faune de Burgess et de Shenyang. La même faune au Canada et en Chine. Les fossiles, hein, c'est les géologues qui nous ont trouvé tout ça. Alors, ils ont trouvé cette bestiole. Regardez un peu cette bestiole, comment elle était. Voilà. On imagine qu'elle était comme ça. Et un tas d'autres bestioles, donc celle-ci, qui a une chaîne nerveuse dorsale. Peut-être l'ancêtre des mammifères, des vertébrés, pardon. Et voilà l'image de la faune de cette époque. Et bien entendu, quelques 540 millions d'années plus tard, on est beaucoup plus proche de nous, on était à 3,8 milliards d'années. À la fac, quand je montre l'évolution de la vie, je tends une ficelle qui fait toute l'amphi, là. Et là, je mets une étiquette création de la Terre, 4 milliards, 3 milliards d'années, l'arrivée des premiers organismes, 3,8 milliards d'années, et ça se continue jusqu'à là-bas. Et 1 centimètre, là, arrivée de l'homme. 1 centimètre de la ficelle de l'évolution. Et oui, c'est ça le temps, hein, le temps est immense. Et là, c'est l'arrivée de l'homme. Et là, l'homme, pendant très longtemps, c'était l'image de droite, jusqu'à 200 ans, qui s'imposait à tous les scientifiques, à toutes les personnes du monde entier. C'était Adam et Ève. Là, c'est dessiné par Cranach l'Ancien. Et depuis un certain temps, on sait que, par exemple, avec Lucie, on descend d'un singe, etc. Et alors, pour la dernière, c'est les dernières images, il faut voir un peu, il faut mieux regarder les images d'Adam et Ève, parce que les artistes, c'est Cranach l'Ancien, mais tous les artistes qui ont peint Adam et Ève pendant moins 400 ans, ont fait une erreur anatomique majeure. Ah, vous la connaissez. On va voir. La voici. Elle est mieux détaillée ici. Il y a un nombril. Adam et Ève ne devraient pas avoir de nombril. Nous sommes d'accord? Ils y comprenaient rien, les curés, hein, quand même, à cette époque. C'est vrai, malheureusement, c'est comme ça. Et alors, ça, c'est la diapositive de la fin. Quand je fais ces conférences, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes un athée, etc. » Mais non, pas du tout. On peut croire en Dieu et croire en tout ce que j'ai raconté. Notamment, on a compris il y a 400 ans que la Terre tournait autour du Soleil. Avant, c'était pas toléré. On était pendu, égorgé si on disait ça. Bon, tout ce que j'ai raconté, en fait, dans la Bible, il y a écrit, dans la Genèse, Dieu a créé l'homme à son image. C'est dans la Bible. Hein. Donc la Bible, c'est dans le Coran, c'est pareil. La Torah, c'est pareil. La Bible, c'est pareil. Protestants, catholiques, c'est tout pareil. C'est écrit comme ça. Bon, Dieu a créé l'homme à son image. Bon, Dieu est certainement intelligent. Donc il a créé un homme intelligent. Nous sommes tous intelligents. Or, l'intelligence, tout le monde le sait, ça génère des connaissances qui s'accumulent. Nous sommes d'accord aussi sur ça. Là, je vais raconter une accumulation extraordinaire de connaissances. Elles sont divines. Amen.